Dead Cells, ça a commencé comme étant historiquement une sorte de tower defense free-to-play sur mobile, un truc complètement improbable, quoi. Et à l'époque, on s'est rendu compte que le jeu était vraiment chiant comme la mort. Hein. C'était un peu relou. Un peu relou, ouais. On est passé à un jeu avec une préparation, une phase de résolution, vraiment dans l'optique des jeux web qu'on faisait avant. Et ensuite, on s'est dit, bon, on va faire un tower defense avec de l'action en même temps. Donc on posait des tours et on contrôlait son perso en direct, on pouvait se battre et tout. On n'était toujours pas satisfait. En plus de ça, il y avait Orc Must Die qui avait déjà fait un truc plutôt solide. Donc on s'est pas retrouvé là-dedans non plus. Donc c'est là où on s'est dit, allez, on va faire le Castlevania qu'on a toujours voulu faire et qu'on s'était empêché de faire, je ne sais pas pour quelle raison. On s'est dit, on n'y arrivera jamais, machin. On est devenu une coopérative, donc un système égalitaire entre tout le monde à égalité de salaire, de temps de travail et tout ça, et de décision. Mais à la base, Motion Twin faisait du jeu web principalement, donc jeu flash, tout ça, jeu navigateur. Et après, on a fait un petit peu de mobile. À un moment, on s'est rendu compte que la manière de faire les jeux sur mobile, et notamment la manière de faire du free-to-play sur mobile, franchement, c'était pas un truc qui nous faisait rêver, quoi. Ça devenait vraiment un truc très orienté sur les datas, observer les comportements des gens à travers des mesures, et plus vraiment à ce que le gameplay plaisait aux gens. Et en plus, le web était sur le déclin, c'est pas du tout un truc, on savait qu'on devait prendre un virage ou une décision, et c'était soit on partait à fond sur mobile, soit on changeait. Et c'est le moment où il y a eu cette histoire de justement ce projet qui s'est un peu reformaté et tout. Et là on s'est rendu compte que c'était maintenant ou jamais, quoi. On se dit si on voulait faire vraiment le jeu qui nous faisait le plus triper, c'était l'occasion, quoi. Alors l'influence principale c'est clairement Castlevania. Le but c'était de pouvoir faire un Castlevania qui aurait beaucoup de rejouabilité en fait. C'est en ça que la mécanique roguelike est arrivée assez rapidement. Il y a eu beaucoup d'itérations par rapport à ça. Il y a eu pas mal de balance et d'équilibrage pour trouver le bon dosage. Enfin, le retour des gens apparemment est plutôt bon, donc on est plutôt content par rapport à ça. Quand on a commencé à marketer le jeu, on nous a dit oh là là, encore un platformer numéro 6500, machin. Donc en fait, à chaque fois qu'on essayait de faire une feature, on disait ok, elle a déjà été faite, comment nous on va essayer de trouver une approche un peu différente pour apporter quelque chose d'un peu nouveau. Et puis surtout de faire un jeu à l'ancienne, mais avec des contrôles plus modernes, des visuels un peu plus modernes, tout en gardant notamment tout le travail sur les éclairages. On s'est beaucoup servi de la 3D, etc., du néo-rétro, quoi, on va dire. Ce qu'on essayait de faire sur Dead Cells, c'est d'essayer de garder l'essence du truc, qu'est-ce qui nous a plu. On ne voulait pas faire du traditionnel pour du traditionnel, tout le monde le fait déjà. On voulait vraiment s'éloigner un peu de ça, quoi. Je pense que la force du projet, ça a été d'avoir des gens sur le projet qui n'étaient pas forcément joueurs de roguelike. On ne s'est pas enfermé en fait dans vraiment le roguelike classique et avoir les mêmes mécaniques très précises. On a pu sortir de ça avec justement des influences un peu plus larges. À titre perso, je suis plus jeu d'exploration, les Zelda ou les Hyper Light Drifter pour avoir une référence plus récente et indé. Après, il y a quand même un jeu qui revenait dans toutes les discussions. Parce qu'on est quand même, Dead Cells c'est quand même un jeu où on va gérer la frustration du joueur en essayant de la pousser au maximum. Et effectivement, on parlait tout le temps de Dark Souls au point qu'à la fin on se disait non mais il faut qu'on arrête d'en parler, on va mettre une pièce dans un bol. Pendant tout le projet, ça a drivé la difficulté du jeu. On s'est toujours dit que si le joueur crève pour n'importe quelle raison, il faut absolument que ça soit de sa faute, quoi. Il n'y a aucun moment le joueur peut accepter l'idée qu'il est mort parce que les contrôles étaient mauvais ou alors que l'attaque était imprévisible ou des choses comme ça. Et moi j'ajouterais juste perso, mais c'était aussi, on en a beaucoup parlé, de Diablo 3, le game feel de Diablo, enfin de tous les jeux bizarres d'ailleurs. C'est vrai que les fixes de Diablo 3, juste d'ouvrir un coffre et de prendre des coups de soleil tellement tu prends c'était vraiment un truc important. Casser les portes aussi, le fait de péter les portes, il y a du bois partout mais genre exagérément et puis ça vole sur 10 km.
mais ça fait que tu te sens puissant en fait. Et ils ont plein de détails, de polish qui est vraiment pareil, ça faisait partie des refs. Et chaque fois que je t'ai vu bosser sur des FX, en fait, tu avais des références de jeux de baston à côté. Oui. Donc c'était aussi surtout, enfin beaucoup aussi, genre, Guilty Gear ou Blaze Blue, des choses comme ça, ouais. Je suis pas forcément très joueur en général de jeux japonais. Je suis malheureusement pas du tout client du côté je me réveille dans un village et je suis amnésique, ça je peux pas quoi. En fait, beaucoup de jeux japonais suivent ce code-là. Et après il y a justement Dark Souls et beaucoup de titres récents de ce style-là, de From ou autres, arrivent à casser un peu ces codes-là. Ils ont leur propre identité, mais ils arrivent à sortir des codes, en tout cas que nous Européens on perçoit des jeux japonais. Je découvre aussi vachement la scène indépendante japonaise, des jeux indés. Moi, ce que j'aime bien dans certains jeux japonais, c'est ceux qui sont complètement décalés. Je pense à évidemment jeu de Suda 51 ou encore des jeux où on a l'impression que le réalisateur il a mis ses tripes sur la table. Je pense à Nier Automata. J'ai adoré le jeu, hein. Vraiment c'est vraiment un jeu qui m'a marqué pour toujours quoi. Même si j'étais pas hyper fan du système de combat, il y a vraiment quelque chose dans la narration, cette espèce de sensibilité. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'aimerais bien arriver à faire aussi un jour dans ma carrière d'artisan. Et ça, moi, je l'ai retrouvé que dans les jeux de Fumito Ueda, en fait. Donc, c'est vraiment les Last Guardian et Shadow of the Colossus, Ico, ce feeling de lore et d'ambiance super fourni, mais c'est vraiment montré avec 2-3 éléments. Je retrouve ça que dans les jeux japonais en général. Ouais. Tu as raison de souligner ça, parce que c'est vrai que c'est les jeux qui vraiment vont te faire parler de valeurs humaines. Ils ont des messages, ils arrivent à le délivrer très fort. Alors c'est peut-être parce que j'ai l'impression que sur les productions japonaises, en fait, il y a vraiment une personne qui va vraiment leader le projet, qui va donner tout ce qu'il a dans son cœur. Et effectivement, des jeux comme God of War, on sent que c'est vachement plus consensuel. Qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui ont voulu mettre quelque chose dedans. Il fallait que ça corresponde à peut-être beaucoup plus de choses en termes de marketing. Je sais pas trop, après c'est vraiment subjectif. Enfin, je parlais des jeux de Suda 51, Killer 7, avec cette manière de splitter en plusieurs personnalités, que ça influe le gameplay, vraiment des choses. En fait, il y a des prises de risques à tous les niveaux. Et ouais, moi, c'est vraiment ce genre de game développeur que j'admire parce qu'ils sont complètement des conventions, ils se fichent pas mal de ce que les gens ils attendent d'eux en fait. J'aimerais bien qu'on fasse des jeux comme ça nous aussi. Bon, clairement, on fera pas un Dead Cells 2, donc déjà. Clairement. Sur cette année, comme on fait essentiellement la partie business, on a moins de public, on va dire joueurs, à proprement parler, c'est plus professionnel et biz quoi. Et par contre l'année dernière, j'avais fait la partie aussi publique. Et un truc qui m'avait un peu frappé, moi, c'était qu'il y a une différence en fait d'approcher la perception du jeu des Japonais. C'est-à-dire que les discussions que j'ai eues l'année dernière avec des joueurs, c'était sur des détails, des choses très précises du jeu. C'est des choses qu'on fait mais que les gens ne voient pas et qu'ils ressentent mais ne voient pas quoi. Et ça, c'est un truc que j'avais pas vu sur d'autres salons en tout cas. Ce qui serait vraiment cool, ce serait qu'ils réunissent en fait les deux halls. Alors je pense que c'est pour des raisons logistiques, c'est compliqué, mais c'est un peu dommage en fait la séparation qu'il peut y avoir entre scène indépendante, goodies et scène indépendante et le reste du show. Et je pense que c'est un peu ça. C'est clivant. Tout le monde ici, là, dans le salon indie, ils aspirent à faire de grandes choses et pas forcément rester indé toute leur vie. Même s'il y a des gens qu'on revoit tous les ans avec des jeux incroyables. S'il y a un truc à changer au Tokyo Game Show, ça serait de mettre les indés au milieu des gros, quoi.